le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bon mardi, ravi de vous retrouver ce aujourd'hui. Bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h, en direct depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Erlich Dorelas pour la présentation, à Jacques Mel pour présenter ce grand journal. Joannel François Smith, Jean-Julien Rubens assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique aux Alains, 102.3 FM. À Jacmel, tir de gaz lacrymogène contre des migrants à la frontière bélarusse. La Russie s'insurge. La situation s'empire à la frontière entre la Pologne et le Bélarus. Les forces polonaises ont tiré du gaz lacrymogène et de l'eau sur des migrants. Ils jetaient des pierres pour faire céder une clôture entre les deux pays. La Russie juge cette opération inacceptable. Voici un reportage signé Euronews. Un nouvel accès de tension et de violence à la frontière entre le Bélarus et la Pologne. Les autorités polonaises ont dévoilé cette vidéo tournée près d'un poste frontière près de Kuźnica. D'un côté, des migrants lancent des pierres et tentent de détruire la clôture qui les empêche de pénétrer en Pologne. De l'autre, les forces de l'ordre répliquent à coups de gaz lacrymogène et de canons à eau. C'est du gaz et on les autorise à faire ça. Pourquoi ont-ils fait ça? Cela fait 9 nuits que nous dormons dans la forêt, dans le froid, dans la faim. Nous attendons que l'Europe nous ouvre la voie, mais ils ne laissent personne nous aider. La Pologne ne laisse personne nous aider. Si on ne nous fait pas de cadeaux, nous n'en ferons pas non plus. S'ils nous envoient du gaz, alors nous leur enverrons des pierres. Nous leur répondrons de la même manière qu'ils nous traitent. La Russie n'a pas manqué de dénoncer le recours à la force de la part de Varsovie. Le comportement de la partie polonaise est absolument inacceptable, a réagi le chef de la diplomatie russe. Sergueï Lavrov a dénoncé l'utilisation de gaz lacrymogène et de canons à eau au-dessus des têtes de migrants en direction du Bélarus. Cela viole toutes les normes juridiques, estime-t-il. Quelques 2000 migrants sont installés dans un campement de fortune dans un froid glacial au poste frontière bélarusse de Brouzgui. En Libye, l'homme fort de l'Est de la Libye, Khalifa Haftar, s'est porté mardi 16 novembre, candidat à la présidentielle de décembre, 2 jours après un fils de Mohamed Kadhafi, 2 hommes aux penchants autoritaires qui risquent, selon leurs détracteurs, de torpiller le passage du pays à la démocratie. Voici un reportage signé France 24. Cette fois-ci, il va tenter de prendre le pouvoir par les urnes. Comme attendu, Khalifa Haftar, 77 ans, est candidat à la première élection présidentielle de l'histoire de la Libye. Si le maréchal se targue d'avoir chassé les djihadistes de l'est du pays, pour beaucoup, il est responsable de l'avoir déstabilisé en tentant de s'emparer de la capitale Tripoli en 2019. Pour ses adversaires, cela ne fait aucun doute. Une dictature militaire attend les Libyens s'ils l'emportent. Khalifa Haftar lui l'assure, il est le seul capable de mettre fin à une décennie de chaos politique, économique et sécuritaire. Notre pays est aujourd'hui à la croisée des chemins. Il n'y a pas de troisième chemin, seulement 2. L'un conduit vers la liberté, l'indépendance, la paix et le progrès. Le second vers le stress, les conflits, le sabotage et la corruption. Dimanche, c'est un autre poids lourd qui s'est déclaré un nom bien connu en Libye, un Kadhafi, prénom Saïf al-Islam. Condamné à mort par la justice libyenne pour son rôle répressif pendant la Révolution, relaxé puis libéré, il est recherché par la Cour pénale internationale. 10 ans après la chute de son père, le guide suprême, il devrait, sans surprise, tenter de surfer sur la nostalgie de la période pré-révolutionnaire.
Autres candidats sur la ligne de départ, le président du Parlement Aguila Saleh et l'ancien ministre de l'Intérieur Fatih Bachaga. Le Premier ministre Abdelhamid Deiba pourrait lui bientôt suivre. Prévu le 24 décembre, cette présidentielle est contestée par de nombreux acteurs en Libye. Sa tenue reste à ce jour incertaine. Au moins 24 blessés dans 2 explosions à Kampala, en Ouganda. Mardi matin, 2 détonations ont eu lieu près d'un poste de police et vers le Parlement. Les policiers ont qualifié les explosions d'attentats. Voici un reportage signé Africa News. De fortes explosions ont secoué la capitale ougandaise Kampala dans la matinée, faisant au moins 24 blessés, dont 4 grièvement, a déclaré le porte-parole du ministère de la Santé. La police ne s'est pas encore exprimée sur ces détonations qui ont entraîné le chaos et la confusion dans la capitale. La première explosion a eu lieu près d'un poste de police et la seconde proche du Parlement, ont déclaré des témoins. Les autorités appellent à la vigilance après une série d'explosions de bombes ces dernières semaines. Les États-Unis accusent la Russie d'avoir mené un tir de missile anti-satellite et d'avoir mis en danger la vie des astronautes de l'ISS en raison des débris orbitaux générés par l'explosion. La Russie reconnaît avoir effectué un tir d'essai contre l'un de ses vieux satellites en orbite, mais soutient que cela n'a pas posé aucun risque pour l'ISS. Voici un reportage signé TV5 Monde. Les occupants de la Station spatiale internationale ont eu chaud selon Washington. Le danger venait de la Terre. Un tir de missile anti-satellite de la Russie à l'origine de plus de 1500 débris traçables en orbite selon la NASA. Autant de projectiles à risque de fractionnement ultérieur, autant de risques de collision en chaîne, l'ISS n'était pas à l'abri. C'est ainsi qu'entre 8h et 10h du matin, heure de Paris lundi, alors qu'elle traversait le nuage de débris, les passagers, 4 Américains, 1 Allemand et 2 Russes tout juste arrivés, sont restés calfeutrés dans leur vaisseau, prêts à une évacuation en urgence. Washington dénonce un acte irresponsable. Le comportement dangereux et irresponsable de la Russie met en péril la viabilité à long terme de l'espace. Il démontre aussi clairement que les prétentions de la Russie à s'opposer à la militarisation de l'espace sont fallacieuses et hypocrites. Moscou a reconnu ce mardi un tir réussi contre l'un de ses vieux satellites. Tselina D, en orbite depuis 1982, a été détruit. Mais la Russie réfute les accusations américaines de risques posés aux équipages. Déclarer que la Fédération de Russie crée des risques pour l'exploitation à des fins civiles de l'espace est pour le moins hypocrite. Il n'y a aucun fait en ce sens. La Russie n'est pas le premier pays à procéder à des tests de missiles anti-satellites. Les États-Unis ont commencé en 1959. La Chine et l'Inde ont suivi. Mais aujourd'hui, le risque de collision dans un espace encombré de débris est accru et peut être utilisé comme une arme de guerre. La capacité à détruire les satellites d'autres pays peut ainsi devenir un atout militaire stratégique, soulignent les experts. C'est de cela dont il est question avec le tir russe de lundi. Joe Biden signe sa grande loi d'infrastructure. C'est un rare moment de collaboration entre les démocrates et quelques élus républicains. Mais c'est surtout une rare victoire politique pour Joe Biden, dont la popularité est en chute libre. Le président américain a ratifié lundi 15 novembre 2021 l'accord bipartisan sur les infrastructures. Au terme de longues négociations, il s'agit d'un plan de 1200 milliards de dollars qui fera travailler des millions d'Américains. Voici un reportage signé Radio-Canada. Le moment est solennel. La victoire est d'autant plus savoureuse pour Joe Biden que la bataille a été difficile. Une longue marche vers le podium avec la vice-présidente Kamala Harris qu'on n'avait pas vue depuis longtemps. Leur relation serait tendue, mais peu importe ce qui se dit dans les coulisses, aujourd'hui est une journée de célébration. Le projet de loi sur l'infrastructure va enfin devenir loi. Grâce à cette loi, dit le président, pour la première fois en 20 ans, l'infrastructure américaine va se développer plus rapidement que celle en Chine. On aura les plus belles routes, ponts et aéroports d'ici la prochaine décennie.
Et l'administration Biden aura mis le paquet, 1200 milliards de dollars, qui comprend 100 milliards pour l'accès à l'Internet, 111 milliards pour l'accès à l'eau potable, après la contamination au plomb du réseau d'eau potable de la ville de Flint. Hello, you're very welcome. Bref, on ne lésine pas sur les coûts. L'infrastructure du pays a besoin de sérieuses rénovations face à des routes, des ponts, des aqueducs en décrépitude. Red states, blue states. Tous les États rouges et bleus se sont ralliés, dit-il. Joe Biden a gagné son pari d'être un rassembleur. C'est crucial pour des gens comme moi, dit-elle, car ça va créer des millions d'emplois. Puis, le moment tant attendu. Démocrates et républicains célèbrent ensemble un projet de loi qui a failli être rejeté si ce n'était de l'appui de 13 républicains à la Chambre des représentants. Ceci devrait être le début d'efforts renouvelés pour le bien du pays, dit-il. Mais ceux qui ont voté en faveur du projet sur l'infrastructure ont subi l'ire de Donald Trump. Certains ont même reçu des menaces de mort anonymes. Il reste maintenant pour l'administration Biden le projet de loi sur les réformes sociales et l'environnement qui divise vraiment les deux partis. Le Congrès doit faire passer ce projet de loi, rappelle Kamala Harris. Avec cette loi sur l'infrastructure, Joe Biden espère remonter sa cote de popularité qui est en baisse. Le dernier sondage indique que plus de 60% des Américains estiment qu'il n'a pas accompli grand-chose. Toujours est-il que le président s'entretient ce soir avec son homologue chinois. Il sera question entre autres d'économie et de technologie, car la Chine est toujours dans la mire des États-Unis. Ici Azeb Ouadlegurgis, Radio-Canada, Washington. C'est la fin de la page internationale au grand journal du 14h pour ce aujourd'hui. Et présentation Erlich Dorelas, production Ed Prod, réalisation Télébeltop pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Température sur Boston pour ce aujourd'hui 46 degrés Fahrenheit, ça donne 8 degrés Celsius. À Jacmel 87 degrés Fahrenheit, 31 degrés Celsius. Bonsoir Joël, bonsoir Smith, Jean-Julien, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un bon mardi, n'oubliez pas de garder le sourire, car le sourire ça rajeunit le visage. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.